Voilà, mes amis, on se retrouve à nouveau avec Monsieur Ababou et Monsieur Dre. On va continuer, bien que ça fait très longtemps que nous n'étions pas ensemble, mais bon, on est tous tellement occupés. Mais le principal, c'est que quoi qu'il en soit, qu'on continue à se voir et à parler ensemble et à transmettre des notions qui sont extrêmement importantes. Monsieur Dre va prendre la parole dans quelques instants. On continue notre cours que nous avions fait il y a déjà pas mal de temps sur le mal qu'il y a dans le monde et je veux juste faire une petite introduction avant de céder la parole à nos deux grands amis, Monsieur Dre et Monsieur Ababou. Le, comme nous le disions juste avant de commencer notre cours, on le disait entre nous, c'est vrai que le monde aujourd'hui évolue d'une manière catastrophique parce que je ne dirais pas que les gens ne savent pas, je préférerais dire que les gens, en tout cas une grande partie des gens, ne veulent pas savoir où on va, ce qui se passe, ce qui va se passer. Hier, dans le journal, un général iranien disait qu'il allait envoyer une bombe sur Tel Aviv et sur une bombe atomique sur Tel Aviv et sur Haïfa. Et on sait très bien ce qui se passe dans le monde, que Biden a tout fait pour permettre aux Iraniens d'avoir la bombe atomique. Je pense qu'ils l'ont déjà à l'heure actuelle. Et on ne sait pas du tout ce qui va se passer en Israël. On ne sait pas ce qui va se passer dans le monde entier. Et, et les gens dorment. Les gens dorment complètement, refusent de se réveiller, refusent de connaître et de savoir la vérité. Je parle au niveau de la majorité, bien sûr, parce que grâce à Dieu, il y a de plus en plus aujourd'hui, même chez les nations, des hommes et des femmes qui se réveillent et qui deviennent des gens absolument extraordinaires et qui prennent conscience que finalement, les gouvernements essayent de nous manipuler pour nous transformer en moutons ou en robots. Et il va falloir un réveil très important dans notre monde. Ça sera un réveil de toute façon au niveau de la minorité, c'est sûr. La majorité ne se réveillera pas exactement comme la sortie d'Égypte où 80% ne sont pas sortis parce que tout simplement ce n'étaient pas des juifs. Et je sais que ce que je vais dire est grave, mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, dans le peuple juif, 80% ne sont pas juifs. Bon, je sais, je vais me faire lapider, mais ce n'est pas grave. Je sais que je dis la vérité. Parce que c'est la Torah qui le dit. À partir du moment où 80% ne sont pas sortis d'Égypte, ça veut dire que 80% ne voulaient pas s'affirmer et se dévoiler en tant que juifs. Et donc, c'est un mal qui nous poursuit et qui poursuit le monde entier. Et ce n'est qu'une minorité d'hommes et de femmes qui sont des descendants d'Adam et Ève dans ce monde, comme on le sait. Chez nous, 20%, dans le monde entier aussi 20%, et 80% de l'humanité sont des créatures avec une forme humaine, mais qui ne sont pas des descendants d'Adam et Ève. Et c'est eux qui dirigent le monde. Tous les dirigeants ne sont pas des descendants d'Adam et Ève. Il n'y a pas une seule exception. Il y en a eu dans l'histoire, bien sûr, de très rares exceptions, mais la grande majorité des dirigeants ne sont pas des descendants d'Adam et Ève. Et ils veulent détruire, en vérité, la dimension adamique et transformer le monde en quelque chose d'absolument catastrophique pour avoir la mainmise surtout sur l'argent, sur le pouvoir, etc. Alors, est-ce qu'on arrivera à se révolter? Est-ce qu'on arrivera à se réveiller? Je n'en sais rien. J'ai terminé mon introduction. Je vous cède la parole, mes grands amis, et c'est vous qui allez Oui, tout expliquer. effectivement, ce que vous avez présenté, c'est la réalité des choses, mais on le sait par nos maîtres, c'est que, en fait, ce que nous avions vécu en microcosme à la sortie d'Égypte sera le dévoilement à l'échelle du macrocosme de l'humanité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les 80-20 dont vous parliez se reproduisent à la fin des temps. C'est malheureux, mais on n'est plus dans un travail physique abrutissant avec des gardes-churmes qui veillaient sur les esclaves pour la construction des pyramides, mais on vit dans une société qui est sous surveillance permanente, connectée à des ordinateurs, connectés à des télévisions, connectés à des smartphones. Et en fait, on assiste depuis des années à un véritable lavage de cerveau.
Ah, mais pour toute avoir eu cet éveil de compréhension, il y a des êtres qui ont un certain mérite, mais il y a aussi la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est que, en fait, ce que nous demande véritablement dans la Torah de la délivrance Hachem, c'est d'être des guerriers de la lumière. Vous aviez évoqué avec Eliaou Bokhara, j'ai écouté votre intervention qui était très très bonne, et ses interventions également à lui aussi, c'est de créer cette armée du Mashiach. Et cette armée du Mashiach, c'est une armée de personnes qui vont progressivement se réveiller. Pas tous, ce sont des âmes d'élite qui vont se réveiller et qui n'acceptent pas le moule d'esclavage dans lequel on les a enfermés. Alors, il faut quand même signifier une chose très importante par rapport aux deux dernières interventions, les premières que j'avais faites, c'est que, en fait, c'est un cheminement du mal dans l'histoire et il y a une articulation historique qui est fondamentale pour permettre de comprendre l'évolution contemporaine de la problématique dans laquelle nous nous trouvons. C'est la Révolution française et peu avant, à Francfort, la création de cette nébuleuse, j'appellerais ça nébuleuse maçonnique que sont les Illuminati. Alors, il ne faut pas comprendre et confondre, je voulais bien signifier ça la dernière fois, parce qu'il y a les Illuminati qui sont ce qu'on appelle la fraternité du serpent et qui remontent à la haute antiquité égyptienne. Donc, ça se perd dans la nuit des temps, même au contact des civilisations sumériennes et tout. Et la renaissance de ce mouvement illuminé qui s'est faite à Francfort, à la Judenstrasse, c'est-à-dire les humanités de Bavière, ça s'est fait en 1750 à peu près, et non, plus précisément 1776, puisque ça a correspondu quasiment à la déclaration d'indépendance des États-Unis. Mais on peut dire que la Révolution française a été un terrain d'essai pour commencer à mettre en place ces idées. Ces idées avaient pour vocation, donc on est en fil. Attendez, je vous interromps. Monsieur Drey, je vous interromps. Vous voulez dire que la Révolution française a été dirigée par les Illuminati? Absolument. Absolument. Dans les loges maçonniques, c'est quelque chose, c'est un fait acquis, su, que, en fin de compte, le déclenchement de cette révolution est à mettre à l'actif de la franc-maçonnerie illuminée. Je peux me permettre d'intervenir ici. La Révolution française a commencé d'abord dans une ambiance extrêmement maussade. La crise économique, la crise budgétaire de l'époque, l'endettement de l'État français, parce qu'à l'époque on l'appelait le Royaume de France, le fait qu'il y a eu une disette, une famine très grave en 1787-88, et surtout, c'est que le plan de relance, comme on dirait en économie aujourd'hui, pour qu'il y ait une croissance qui permettait à l'époque d'augmenter, entre guillemets, le pouvoir d'achat, eh bien, était un plan qui était complètement rejeté par le peuple. Le peuple ne voulait pas, si vous voulez, d'une élite qui se cachait dans un château à Versailles, etc. Elle voulait tout simplement manger du pain. Et ce qui est très, très sérieux, c'est que ce mouvement-là, qui est un mouvement de base populaire, extrêmement profond, parce que ça a commencé à Paris, mais ça a rameuté aussi les paysans de la France entière, et ce mouvement profond a provoqué véritablement une révolution. Et à partir de cela, les bourgeois d'affaires, que Louis appelle aussi dirigés par les Illuminati, entre guillemets, c'est pour ça que ces bourgeois d'affaires ont utilisé ce mouvement de révolution populaire pour pouvoir faire passer un message. Et en fait, contrôler la révolution. C'est à peu près ce qui s'est passé, entre parenthèses, en 1968 en France. Alors, ce qui est très important à souligner, c'est que dans ce mouvement des Illuminés de Bavière, il y a eu tout un protocole de points qui ont été adoptés
pour un plan. Et ce plan, il faut savoir quels étaient son objectif. Ce n'était pas la Révolution française, c'était le pouvoir mondial, le nouvel ordre mondial. C'était ça dont il était question. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand on a parlé de l'Okraina et tout, en Russie, les premiers services secrets des soviets et tout, qui avaient révélé un plan secret qui s'appelait le protocole des sages de Sion, il y a eu des aménagements par les communistes, c'est certain. Mais il y avait un messager qui a été intercepté avec ces documents et ça a ouvert les yeux à beaucoup de gouvernants sur ces loges qui, en fin de compte, manigançaient des révolutions et qui préparaient ce nouvel ordre. Alors, effectivement, comme vous le savez, l'Amérique est au cœur du problème. On le voit aujourd'hui même, puisque l'affrontement des empires et des grandes puissances, c'est en fin de compte, se réduisent aujourd'hui pratiquement par l'Ukraine interposée, un face-à-face entre les États-Unis et la Russie. Et en fait, le premier président des États-Unis, comme je vous l'avais signalé la dernière fois, George Washington, avait prêté serment sur une Bible maçonnique, mais celui qui lui a succédé, qui s'appelait John Adams, lui a été très clair dans les propos. C'était déjà dans l'Empire américain la vocation de devenir un empire mondial. Comment? Il avait déclaré, alors je crois que c'est 1725-1826, John Adams, il avait déclaré qu'on contrôlait les peuples par la dette et par l'épée. C'était ça qui devait être le motif d'asservissement des peuples. Or, vous savez bien, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la dette. C'est la dette. Les États sont hyper endettés et l'épée, c'est la guerre. Bien sûr. Alors, la guerre, ça succède à la dette. Les pays étant aujourd'hui complètement submergés par les dettes, je parle au niveau des États, mais au niveau du particulier, eh bien, on reproduit le même modèle et ça conduit évidemment les dettes à des niveaux pareils à la guerre. À la guerre, puisque aujourd'hui, en fait, si on a pu arriver à un endettement pareil, c'est parce que les États-Unis ont inondé le monde. Quand je dis États-Unis, je devrais dire la puissance financière qui dirige l'économie des États-Unis. C'est la Fed, la Federal Exchange, qui est dirigée par les grandes 12 entités bancaires mondiales. Donc, ça n'a rien à voir avec les prises de position des États-Unis, puisque le seul qui a voulu leur tenir tête, c'était John Fitzgerald Kennedy, et on sait comment il a fini. Il avait déjà préparé un plan économique, financier pour reprendre la souveraineté de la création de monnaie. Et ça ne s'est pas fait parce que, évidemment, vu ce qu'il y arrivait. Alors, en fin de compte, on se rend compte d'une chose, c'est que il y a deux entités depuis maintenant plus de 200 ans qui dirigent la planète au niveau financier et qui ont mis en place leur structure de contrôle mondial. C'est la City de Londres et Wall Street. Alors, à la City, quand on parle de l'Empire britannique, en fin de compte, on devrait se limiter à la City, parce que c'est réellement le cœur de l'économie anglaise. Il faut savoir que quand la reine voulait rendre visite à la City, qui est comme l'État du Vatican, hein, un État dans l'État, eh bien, il fallait que le major qui dirige la City vienne la chercher. Elle était son hôte, donc elle n'était pas chez elle. Il faut le savoir. Est-ce que vous savez, Monsieur Drey, que moi je le tiens des gens qui étaient, qui ne sont plus, mais qui étaient dans la franc-maçonnerie, que la reine d'Angleterre est la patronne de toute la franc-maçonnerie mondiale, vous le savez? Je le sais. La tête de cette direction des loges maçonniques, c'est l'Angleterre. Et
je dirais même, c'est beaucoup plus grave que des rythmes symboliques. J'ai même appris qu'on continuait dans ces loges de 30e degré, 32e, 33e, à des sacrifices humains et compagnie. Il faut le savoir. Ce sont des rites sataniques. D'ailleurs, je vais vous dire une chose très importante, c'est que Adam Benchop, quand il a lancé les Illuminés de Bagnères, il a lancé en même temps son bréviaire, si on peut appeler ça s'appelait le Nouveau Testament de Satan. Alors c'est clair, hein, il n'y a pas d'ambiguïté. On voit très bien qu'est-ce qui commençait à se dessiner. Ce qui s'est dessiné, c'est ce qu'on avait évoqué depuis le départ, c'est-à-dire les pionniers de ces mouvements secrets qui étaient des mouvements de la gnose et compagnie, avaient inversé le plan divin pour, en fin de compte, faire de Dieu un ennemi qu'il fallait combattre, le remplacer par un Dieu fictif et satanique qui est le Dieu de Lucifer. Voilà. Et c'était ce combat cosmique. D'ailleurs, chez les Cathares, dans la lutte des Cathares, il y avait ce manichéisme de cette dualité de force qui dirigeait à l'échelle cosmique l'humanité. Donc c'est pour ça que l'Église les a combattus à mort, parce que ça s'opposait véritablement à leur doctrine. Mais, si vous voulez, ce Nouveau Testament de Satan, c'était leur Bible, et qui a été mise en place aux États-Unis, et qui, en fait, le mouvement, quand on veut savoir l'importance uniquement, je ne parle pas des loges, mais uniquement des illuminés de Bavière aux États-Unis, les illuminations, on les appelle d'ailleurs, c'est quand même, pour donner un ordre de grandeur, nous on a évoqué les sphères dirigeantes, les 13 degrés qu'il faut gravir pour être à l'échelle des maîtres Illuminati, mais il y a 2,5 millions de personnes aux États-Unis qui sont enrôlées dans les Illuminati. C'est très très difficile de sortir. D'ailleurs, celui qui avait écrit le fameux livre prophétique, George Orwell, 1984, était sorti des Illuminati. C'est pas pour rien qu'il a eu cette vision d'un État totalitaire qui allait prendre doucement avec les technologies le pas sur la liberté de l'homme et en faire, comme vous disiez vous, un robot, lobotomisé complètement. Alors, évidemment, il y a eu différentes phases. Il a fallu s'accaparer toute la finance. Mais cette alliance de la finance et de la technologie a fait passer à une étape supérieure, puisque aujourd'hui, vous vous rendez compte que avec ce qu'on veut mettre en place comme monnaie numérique, comme reconnaissance faciale, ce sont des outils qui vont faire perdre. On est véritablement à un carrefour de cette société babélienne de la fin des temps où l'homme n'est plus rien. Il serait même contrôlé s'il faisait une prière, puisqu'on dit également qu'il y a des caméras maintenant qui sont fixées dans les télévisions et que même quand les télévisions sont fermées, on peut être filmé chez soi. Donc, on perd complètement ça. Dans l'ordinateur, dans le téléphone, partout, ils nous observent à chaque seconde. Mais vous savez, Monsieur Audrey, que le Harizal dit, et je crois que c'est dans le Zohar aussi, que juste avant la délivrance finale, tous les grands dictateurs bibliques comme Nimrod, Nabucodonosor, etc., vont tous revenir dans la génération avant la délivrance pour dominer les peuples et essayer de terminer le travail que Nimrod avait commencé. Exactement. Exactement. Donc, aujourd'hui, pratiquement tous nos dirigeants sont des réincarnations des grands dictateurs bibliques. Exactement. De toute façon, c'est compréhensible dans la mesure où, lorsqu'on connaît le plan directeur, c'est tous ces dirigeants modernes que nous connaissons, et vous êtes rendu compte vous-même, c'est que quand il y a eu cette campagne de Covid, qui était un véritable Corona, qui était véritablement quelque chose qui dépassait même l'entendement, et pratiquement tout le monde répondait présent à l'appel des grands laboratoires, des grandes sociétés pharmaceutiques. Je prends exemple sur l'Australie. J'étais stupéfait pour moi. J'avais beaucoup de sympathie pour l'Australie. Vous savez, quand j'ai vu
avec quelle vigueur et quelle violence ils ont répondu, comme le Canada d'ailleurs, quand il y a eu la grève des chauffeurs routiers et tout, ils ont été remontés à qui les avait soutenus au niveau financièrement et tout, remonter les comptes bancaires et tout. C'est vraiment terrifiant. C'est des sociétés qui sont en train de perdre totalement leur liberté. Alors, effectivement, on va passer, vous le saviez, que tous les présidents américains, pratiquement, étaient des 33e degré, mais on arrive à un personnage fondamental qui est le 33e commandeur, qui s'appelle Albert Pic, et qui était en relation avec un Italien qui s'appelait Mazzini. Alors, cette collaboration, elle date des années 1870. Ce qui est intéressant à noter pour nous, en tant que juifs, qui avons l'eschatologie de la fin des temps sur les 3 guerres de Gog et Magog, c'est qu'eux aussi, à leur manière, prévoyaient 3 conflits qui engendreraient le nouvel ordre mondial. Bien sûr. Dans le dernier, c'est la guerre de Gog et Magog. Voilà. Dans le dernier, c'est pour ça que ça permet de comprendre la politique américaine au Moyen-Orient, c'était d'envisager de provoquer un conflit entre l'islam et le sionisme. Bien sûr. C'était ça la 3e étape de leur stratégie. Alors, effectivement, nous voyons bien que la Première Guerre mondiale a été pratiquement organisée par la finance, puisque on sait très bien aujourd'hui que les marchands de canons, c'est-à-dire ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel allié à leur finance, a pratiquement déclenché cette guerre en Europe. C'est les grandes sociétés d'armement, c'est les grandes sociétés d'armement qui déclenchent les guerres. Parce que ce n'est pas seulement l'achat d'armement, c'est que pour acheter ces quantités d'armement, les États n'ont pas les illiquidités disponibles. Donc, elles sont obligées de s'endetter. Alors là, je vais intervenir parce qu'en tant qu'économiste, je voudrais quand même dire un certain nombre de choses sur l'endettement. D'abord, l'endettement est toujours prohibé, c'est-à-dire il est grave. Parce que tout simplement, il y a ce qu'on appelle un processus multiplicateur d'endettement. C'est-à-dire à partir d'un certain niveau d'endettement. Les économistes parlent de 2,5% du PIB, etc. À partir d'un certain niveau d'endettement, Chaim, il y a un multiplicateur d'endettement qui fait que ça devient hors de contrôle, très vite. Et pour pouvoir dépasser l'endettement, le couvrir, il faut créer de la monnaie. Et pour créer de la monnaie, il faut déjà avoir cette mainmise sur, aux États-Unis, on parle de la Federal Reserve Bank, en France, on parle de la Banque de France, de la Banque européenne, ici, on parle de la Banque d'Israël, on va avoir la mainmise sur la Banque d'Israël, la mainmise sur la Banque européenne. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui est très important de comprendre, c'est que l'évolution de l'endettement actuellement, non seulement global, au niveau mondial, mais aussi au niveau national, mais surtout au niveau individuel, est prévue et organisée. D'accord? Nous sommes dans un monde organisé d'endettement, de manière à pouvoir, par la création monétaire, créer en fait des individus qui sont étranglés au niveau économique, pieds et poings liés au niveau social, de manière à ce qu'ils parlent toute la journée, comment je vais faire pour rembourser mes dettes, de manière à qu'ils ne passent pas leur temps à réfléchir. Et ça, c'est premier au niveau individuel. Au niveau collectif, il s'agit tout simplement de détruire l'État-nation, de détruire la structure même de l'État telle qu'elle a été prévue en France ou en Europe au XIXe siècle. Surtout de détruire l'identité. Le but, Rahim, c'est par l'endettement de développer une masse monétaire qui n'a aucune contrepartie. C'est de la monnaie de singe, c'est de la monnaie virtuelle. Et nous sommes là, vraiment, avec les cartes bleues, etc., dans un monde où on croit être riche, on croit avoir de l'argent, on croit avoir une retraite, on croit avoir des fonds communs de placement. Et en fin de compte, je ne veux pas faire peur aux gens, mais je le dis parce que je suis un économiste et je sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Je peux me tromper, mais je ne suis pas trop à ce niveau-là. Et en fin de compte, on n'a rien du tout. On n'a rien du tout parce que tout simplement, la contrepartie de cet endettement, eh bien, c'est les réserves. Ce sont les réserves
qu'ont fait ces pauvres salariés pendant 30, 40 ans, etc., qui sont actuellement dans les mains de certains banquiers et qui permettent, grâce à la contrepartie monétaire qui existe, cette richesse qui existe, de créer de la monnaie à tir-larigot sans aucun contrôle, pardon, excusez-moi, sans aucun contrôle. L'organisation d'un grand casino. C'est exactement, c'est une forme d'organisation, comme dit Louis, d'un grand casino qui fait que véritablement, lorsque les choses vont se développer, elles vont finir par imploser. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir la révolte des peuples. Vous voyez, Chaim, comment que les peuples vont se soulever? Ils vont se soulever lorsque leur porte-monnaie va se vider. Mais il faut leur dire qu'en fin de compte, aujourd'hui, leur porte-monnaie est quasiment vide. Leur plan d'épargne qu'ils croient avoir de l'épargne, ils n'ont rien parce que ça a été tout simplement confisqué en contrepartie de la création monétaire. Vous comprenez, Rav? Et ça a été une politique qui a été prévue depuis très longtemps. Je finis. John Maynard Keynes, c'est un grand économiste, disons, des années 30, il est mort au milieu des années 40, il disait, bien attention, nous sommes pour un déficit budgétaire, mais un déficit budgétaire contrôlé, absolument contrôlé. Mais aujourd'hui, on n'est plus de la contrôle, on est carrément hors contrôle. La situation, elle est très grave parce qu'on crée de la monnaie. Par exemple, les armes ukrainiennes sont créées par 700 millions, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, 50 milliards. On peut même dire 1000 milliards de dollars qui n'est pas de la monnaie, qui n'est pas de la monnaie avec contrepartie. Vous comprenez? Regardez, pour finir. Attendez, je m'excuse parce que c'est très important. Pour finir, comment Abraham Avinu a payé le terrain de Sarah? Avec 400 cycles d'argent. Vous voyez? Comment le roi David a payé la partie du Kotel? Aujourd'hui, on dirait le Har Sion au Yevushim. Vous le savez, vous? Avec 500 ou 600 cycles d'or. C'est-à-dire que l'or et l'argent, dans la haute antiquité, existaient déjà. Aujourd'hui, l'or et l'argent est complètement secondarisé. Et à travers cela, on a mis au départ le dollar Gematria, vous le savez, comme moi, 240 à Malek. Et progressivement, maintenant, le dollar n'a plus sa raison d'être. Ils sont en train de créer une monnaie fictive, une monnaie fondée sur les cartes de paiement et bientôt les puces qu'on aura sur nous, de manière à pouvoir nous contrôler complètement. Et si on est un mauvais citoyen, on deviendra un mauvais payeur. Et si on est un mauvais payeur, Chaim, alors c'est fini, on est foutu dans ce monde. Bien sûr. Le but, c'est tout simplement de nous esclavagiser. Je voudrais revenir sur merci beaucoup, Monsieur Ababou, je voudrais revenir sur une notion. Je pense que vous saviez que, j'espère que je ne me trompe pas, que Pérez, chez nous, faisait partie des chefs de la franc-maçonnerie mondiale. Pérez. Vous le saviez? Tu savais que Pérez faisait partie. Oui, dis-le, réponds-le. Oui, je le savais. Ah oui, il paraît qu'il était dans la 32 ou 33e loge. Il faisait partie de la franc-maçonnerie mondiale, Pérez, oui. Exactement. Oui. Et Obama, il est dans la franc-maçonnerie, lui aussi? Oui, ce sont des gens qui font partie des nébuleuses. De toute façon, toutes les instances politiques aujourd'hui sont téléguidées, sont dirigées par les dirigeants prennent uniquement des ordres. Et j'en veux pour preuve. D'ailleurs, mon ami Fabien a évoqué justement où pouvait conduire la gestion financière internationale telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais on revient à la formule de John Adams, 1746-1825, à savoir, il faut diriger le monde par la dette et par l'épée. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé au bout de cette stratégie de la dette, et que, puisque tout est en train, on est à la veille d'une implosion du système financier international. Par une inflation galopante. C'est pour ça que le relais qui est peut-être pris et qui est en train d'être enclenché, c'est l'épée. L'épée, c'est la guerre. Effectivement, vous voyez bien qu'il y avait différents scénarios pour éviter ce conflit avec l'Ukraine. Et non seulement on ne l'a pas évité, mais c'est qu'aujourd'hui,
les Américains battent en guerre. J'entendais il y a quelques jours une information qui m'a laissé hébété, à savoir que ils voulaient envoyer des forces spéciales pour soi-disant protéger l'ambassade de Kiev. Envoyer des soldats américains à Kiev, c'est déclencher un conflit à tout casser. Donc, en fait, comme ils disaient les commentateurs que j'ai lus, ils disaient, bon, les Américains sont prêts à mener une guerre face à la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. En fait, c'est ça. Et les gens le comprennent. Il y a des réticences actuellement au niveau de certains gouvernements européens parce qu'ils perçoivent très bien qu'ils sont entraînés doucement vers la guerre, mais aujourd'hui, on paye le prix d'accords qui ont été signés après la guerre, après le plan Marshall et compagnie. C'est que les Américains sont arrivés avec des beaux cadeaux pour arroser l'Europe après la guerre, mais il y a eu des contreparties. Les contreparties, c'était de faire partie de l'organisation atlantique, chose que De Gaulle ne voulait pas. Et c'est pour ça que maintenant, avec le recul de 50 ans, je me demande si même mai 68, c'était une révolution si spontanée que ça. Maintenant, pour revenir à l'analyse économique qu'il a faite, c'est qu'il y a eu une toile d'araignée d'organisations qui ont été mises en place après la guerre, après les accords de Bretton Woods sur cette nouvelle souveraineté du dollar qui avait pris le pas sur la livre sterling et tout. Mais cette nébuleuse a commencé à tisser les liens. Alors vous avez la Fed ça remontait à la Première Guerre mondiale, hein, c'était 1913. Mais ensuite, vous avez eu la Banque mondiale, vous avez eu l'ONU, et je vous avais dit que le modèle de l'ONU, son symbole, soi-disant, de coopération et de communion entre les peuples, c'était un certain Amos Omnius. Bon, alors, Omnius, c'était un adepte de la gnose, il faut le savoir. Hein, et c'est pas pour rien que vous voyez aujourd'hui cette ONU dont la vocation était l'entente entre les peuples, de mener une guerre diplomatique monumentale à l'échelle internationale concernant Israël. 80% des motions que vote l'ONU, c'est contre Israël. Bon, alors il y a l'ONU, il y a le Fonds monétaire international, il y a l'OMS. L'OMS, très grave, parce qu'avec une organisation comme ça, on peut mettre les États en obligation de se conformer à des réglementations et de vacciner leur peuple. Donc, de faire agir les conglomérats pharmaceutiques. Donc, tout un ensemble de choses et un outil fondamental au niveau financier. Fabien peut en parler plus savamment que moi, c'est la Banque des règlements internationaux, la BRI. La BRI a le contrôle sur toutes les banques centrales. Absolument. La BRI a été créée juste après les accords de Bretton Woods. Elle a été suggérée dans les années 30, dans les années 36, et elle a été véritablement créée pendant les accords de Bretton Woods, au moment où la création du Fonds monétaire international, pour pouvoir épauler le Fonds monétaire international et contrôler les banques centrales. Absolument. Pour avoir la mainmise sur la création monétaire. On reviendra à tout ça. Et je voudrais poser une question. Est-ce que vous pensez que ce qui se cache derrière le conflit entre la Russie et l'Ukraine peut s'étendre au niveau mondial? Parce que Poutine a déjà fait des allusions comme quoi il est prêt à attaquer l'Europe. Écoutez, je ne suis pas prophète, mais une chose est sûre, Chaim, c'est que en fait, il y a une sorte de dynamique des dépenses militaires, une dynamique de la violence, une dynamique guerrière qui risque d'être tout simplement incontrôlable, qui risque de devenir complètement incontrôlable. Il suffit aujourd'hui, demain, après-demain, qu'un missile donné par les Américains aux Ukrainiens arrive sur le territoire russe, que ce soit au niveau international, en matière de diplomatie, un casus belli, et que M. Poutine dise dans ces cas-là, la Russie est attaquée par les États-Unis d'Amérique. Et ça peut venir ce soir, demain, après-demain, dans un mois. C'est-à-dire que nous sommes là sur vraiment un nœud gordien, un fil de rasoir.
dire qu'il y aura un conflit mondial, je pense qu'il a commencé. Je pense que ce conflit a commencé. Je pense que là, c'est la guerre de Gog et Magog. Là, on peut rentrer dans les textes. Et je pense que maintenant, le moindre écart, la moindre tension non contrôlée peut développer tout simplement, comme en 14-18. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose, Chaim, très cher Rav, quelque chose qui m'a complètement surpris et touché. Lorsque j'étais à la Sorbonne, un de mes professeurs m'avait dit la chose suivante. Monsieur Ababou, vous savez quel a été le drame de la Première Guerre mondiale? C'est que les armées, au début, étaient arrivées à un certain équilibre. Il n'y avait pas une qui prenait le dessus sur l'autre. Et ça a duré des années. C'est ça le problème, Rav, Chaim. Le problème, c'est que l'Ukraine, elle est nourrie des armes occidentales qui sont égales, voire même supérieures à certaines armes russes. Il y a une surenchère militaire qui est en train de se passer. Et donc là, il n'y a pas véritablement, comme pendant la Première Guerre mondiale, de suprématie militaire et de victoire militaire incontestable. Et cela peut entraîner de proche en proche un phénomène absolument terrible, une troisième guerre mondiale en Europe incontrôlable. Évidemment, je ne veux pas faire peur, mais c'est vraiment quelque chose qui peut arriver, cela très vite. Parce que les données sont actuellement sur la table. Les causes existent. Et les conséquences sont que les peuples vont payer le prix fort en Europe et dans le monde entier. N'oubliez pas que la Chine est aussi en train de mettre ses forces, sa main dans toute l'Asie du Sud-Est, de manière à là aussi contrôler un certain nombre de points cosmiques. Bien sûr. Oui. Enfin, avant de poser la dernière question pour arriver à une belle conclusion de votre part, je m'excuse de dire ce que je vais dire et je pense que 100% ne seront pas d'accord avec moi, mais j'ai l'impression très très profonde qu'en vérité le conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est un complot entre le dirigeant ukrainien et Poutine pour préparer, à mon avis, une troisième guerre mondiale. Et bon, tout le monde pense que Poutine a attaqué, comment il s'appelle, Zelensky, je ne sais plus comment il s'appelle, mais moi j'ai le sentiment très très profond que tout ça c'est un coup monté. C'est un coup monté et qu'en vérité ils sont complices tous les deux dans le but de préparer une troisième guerre mondiale. Mais bon, je me trompe peut-être complètement, mais j'ai cette intuition qui ne me lâche pas depuis le début du conflit. Je voudrais maintenant, au niveau de la conclusion, il nous reste à peu près 5-6 minutes, je vais poser une question simple, que je pose d'ailleurs tout le temps et jamais on a vraiment la vraie réponse. Nous les peuples, ou je dirais la minorité des peuples qui ont le potentiel d'être des guerriers, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer de se réveiller? Rav, on va répéter ce que je dis. Je pense sincèrement que nous sommes, encore une fois, je ne suis pas prophète, bien entendu, je peux me tromper, je ne suis qu'un homme, hein. Chaim, je ne suis qu'un homme, vous le savez, mais vous connaissez suffisamment, je peux me tromper, mais en tant qu'économiste, je suis sûr de ce que je dis. Nous sommes à la veille d'une crise économique mondiale absolument catastrophique. Et à partir de ce moment-là, lorsque les êtres humains vont s'apercevoir que leur porte-monnaie sera vide et que leur compte d'épargne a été tout simplement utilisé, à partir de ce moment-là, on va les retrouver dans la rue. C'est exactement comme en 1989. Les gens vont, vous savez, lorsqu'ils vont s'apercevoir que leur retraite, en fin de compte, elle n'existe plus, et que les fonds communs de placement n'existent plus, et que la monnaie, elle n'existe plus, etc., et que le porte-monnaie est vide ou presque vide, croyez-moi, ceux qui ont compris le problème vont se retrouver dans la rue. Et ça va être la contrepartie, si vous voulez, au niveau du plan divin, bien entendu, bénéfique, de ce réveil d'une situation économique et sociale absolument catastrophique qui va se déclarer incessamment sous peu, mais encore une fois, je ne suis pas prophète, je peux me tromper, et cette crise économique, cette crise sociale, cette crise identitaire, cette crise de la famille, cette crise de l'être humain
va faire en sorte que les Bnei Adam, et seulement les Bnei Adam, vont prendre carrément, quand le taureau par les cornes, vont sortir dans la rue parce que tout simplement, ils n'auront plus le choix. Ils n'auront plus le choix. Je ne sais pas si on s'en rend compte, ceux qui arrivent à 60 ans, 65 ans, vont s'apercevoir qu'il n'y a plus de retraite parce que tout simplement, Rav, je m'excuse de le dire, il n'y a plus de retraite déjà maintenant. Alors vous allez me dire, alors qui finance les retraites? Ce qui finance les retraites, ce sont les marchés financiers. Mais si les marchés financiers s'écroulent par une guerre ou par toute autre chose, à la partir de ce moment-là, on n'aura plus d'argent ni dans notre poche, ni dans notre compte. Et les banques seront fermées. Vous savez qu'en 1931, ça s'est passé à peu près comme ça en France. Eh bien, il était question de mettre l'armée devant les banques. Ça veut dire les chars à Paris, en France. Parce qu'il n'y a pas de solution. Donc, si vous voulez, à partir du moment où la crise économique, la crise sociale, la crise monétaire, la crise budgétaire, la crise d'endettement va faire en sorte que les ménages français, américains, australiens, canadiens, israéliens vont se retrouver tout simplement sans presque rien du tout. Alors, ceux qui sont moutons, eux, n'auront pas la force nécessaire de révolutionner et de combattre, mais ceux qui descendent d'Adam Rishon et de Chava, eh bien, ils vont comprendre que ça a été un coup monté, ça a été quelque chose qui a été organisé depuis très longtemps, et là, ils vont commencer à sortir. C'est là, Rav, que la Révolution française, ce que j'appelle à l'envers. Bien sûr. Merci beaucoup. Je cède la parole pour conclure à M. Drey. Pour conclure, Monsieur Drey, il est plus pessimiste que Fabien, à savoir que je ne sais pas si les peuples auront la possibilité de sortir. Pourquoi? Parce que si je vais anticiper un peu ce qui se passe, et vous l'avez dit vous-même soulevé, la question à savoir si ce n'était pas un complot. Effectivement, c'est un complot qui est actuellement développé parce que les sphères dirigeantes à l'échelle internationale savent que le système est en passe de s'effondrer. Et avant qu'il s'effondre, eh bien, c'est la deuxième alternative que donnait John Adams, l'épée. L'épée, c'est-à-dire d'entraîner les peuples dans la guerre. Absolument. Et avec les armes de destruction massive qu'on a aujourd'hui, si le conflit de l'Ukraine dépassait les frontières de l'Ukraine, avec en plus, si vous ajoutez la problématique du Moyen-Orient et de la Chine avec son île de Taïwan, on est dans un cocktail qui est explosif. Notre destin est on est au carrefour de notre destin et il faut prier Hachem pour que les douleurs de l'enfantement soient les plus brèves possibles, parce que ça peut passer par de très, très, très mauvais moments. Merci beaucoup, 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 mes amis. C'était encore une fois un rendez-vous exceptionnel. Vous êtes des gens hors du commun et j'espère qu'on pourra programmer le plus rapidement possible encore une intervention entre nous, parce que c'est évident que cette intervention va être diffusée à des milliers, des milliers, des milliers de gens qui vont la voir sur le site, et en espérant que certains arriveront à se réveiller. Mais c'est des interventions extrêmement importantes. Comme je dis toujours, la vraie Torah, c'est comprendre la réalité. C'est pas nous déconnecter de ce monde avec toutes les bêtises qu'ils nous racontent, faites des mitzvot, étudiez la Torah et machin, etc. Bref, soyez des déconnectés de ce monde pour permettre à toutes les puissances obscures de ce monde de le diriger. La vraie Torah, c'est tout le contraire. La vraie Torah, c'est descendre dans ce monde comme David Ameller, se battre contre le mal, et si ce n'est pas au niveau de l'action, au moins au niveau de la parole. Et ça, c'est la vraie Torah. D'être un vrai guerrier de la lumière. Comment? D'être un vrai guerrier de la lumière. Voilà, être un vrai guerrier de la lumière et essayer d'apporter ne serait-ce qu'une petite flamme dans ce monde tellement obscur. Mais, je peux intervenir une dernière fois. Écoutez-moi, vous savez que je suis quand même très optimiste malgré tout. L'accouchement va être difficile, l'accouchement va être avec douleur, mais n'oublions pas que nous attendons tout simplement avec l'émouna que nous avons, le Mashiach ben David, qui va nous faire entrer dans la 8e dimension, dans la Bina,
Et c'est très important de comprendre que, attention, tout ça, ça va pour le bien. Je répète, et je veux que les gens qui nous écoutent soient persuadés. Tout ça, ça va pour le bien. Le but, c'est de détruire le mal. Le but, c'est de détruire les impuretés. Le but, c'est de permettre la malchoute d'Hachem et d'Hachem seulement de rayer dans son monde. C'est ça, Rav, c'est tout. C'est-à-dire que c'est vrai que ça va faire peur, ça va faire mal, mais pour ceux qui sont fidèles à leur Dieu, eh bien, c'est l'apothéose. C'est l'apothéose. C'est l'apothéose pour l'humanité, puisque nous avions souvent évoqué ce problème depuis des années avec mon ami Fabien. Comment pouvait-on envisager de réformer ce monde? Il dit, eh bien, on est arrivé à la conclusion nos maîtres disent qu'il n'est pas réformable. C'est de la problématique dans laquelle nous nous trouvons, de cette maturation d'un abcès qui est en train de s'ouvrir, eh bien, va apparaître doucement un nouvel ordre mondial. Et ce nouvel ordre mondial, c'est justement un nouvel ordre qui sera beaucoup plus spirituel que ce que nous avions vécu depuis le fameux American Way of Life, qui était un ordre d'une dimension matérialiste à faire peur, puisqu'on voit aujourd'hui à quel niveau les êtres sont tombés avec cette pression du matériel, bien sûr, qui est devenue obsessionnelle. Voilà, mes grands amis, vraiment, je n'ai pas de mots pour vous remercier pour votre intervention hors du commun. Et je suis convaincu que des milliers et des milliers de personnes écouteront cette intervention. Je la mettrai la semaine prochaine sur le site. Et donc, merci vraiment. Et Monsieur Ababou, il faut programmer au plus vite une prochaine intervention entre nous trois. Si Dieu veut. Voilà, merci beaucoup. Je voulais juste vous dire une chose, Rav. Oui. Je vous félicite pour votre dernier chiour que vous avez donné sur la matière. Ah, très bien. Dans Merci le monde. beaucoup. Et moi, je vous félicite pour vos… À partir du Zohar, bien entendu. Et moi, je vous félicite pour vos interventions exceptionnelles. Et voilà. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on s'entraîne un petit peu dans les arts martiaux. Oui, pourquoi pas. Oui, j'ai toujours été tenté, moi. Voilà. Et qu'on parte en guerre contre tous les méchants de ce monde. Voilà. Absolument. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, mes grands amis. À très, très bientôt. Vous êtes des gens… À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.